Pour moi, et pour beaucoup de magiciens, celui qui est considéré comme le premier d'entre nous est Jean-Eugène Robert Houdin. Nous sommes au 19e siècle, et cet horloger réputé, passionné d'escamotage et de charlatanisme, décide d'utiliser cet art non pas pour arnaquer et voler ses contemporains, mais pour les divertir. Il ouvre un théâtre, boulevard des Italiens, juste au bout de la rue dans laquelle se trouve le studio de Magikos. Dans ce théâtre se déroulent les premiers spectacles de prestidigitation. S'y succéderont des illusionnistes et des magiciens. Tout le matériel qui s'y trouve sera même acheté par Georges Méliès, l'inventeur du cinéma. Depuis, de Paris à Las Vegas, des milliers de magiciens se sont produits sur scène, à la télé, dans des galas ou pour de très tristes fêtes de comités d'entreprise. Leur objectif, vous surprendre, toujours. Proposer quelque chose que vous ne verrez pas ailleurs, mais aussi dépasser les autres. Participer à cette guerre secrète d'inventivité et de magie que se livrent depuis toujours les illusionnistes. Le but ultime, être considéré comme le plus grand des magiciens. Certains ont-ils touché cet objectif du doigt? Y sont-ils arrivés? Que devra faire le magicien de demain pour espérer rafler un jour le titre? Je suis Guillaume Natas, vous écoutez Magikos, et dans ce 5e épisode, nous allons réfléchir à cette question avec Gilles Arthur, Jean-Baptiste Dumas et Maxime Guény. Alors Gilles Arthur, il y a quelques années, je vous ai vu vous faire écraser par un train et ressortir quelques secondes plus tard dans la cabine du conducteur. J'ai jamais oublié cette image, parce que vous êtes de ceux qui avaient popularisé la magie à la télévision et qui avaient donné à beaucoup d'entre nous l'envie de nous lancer. Vous avez créé les Mandrakes d'Or, qui récompensent depuis 30 ans les meilleurs magiciens du monde. Bonjour. Exact, bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous. C'est un plaisir. C'est un plaisir partagé. Jean-Baptiste, tu es consultant en magie. Donc les magiciens qui veulent devenir les meilleurs du monde viennent te voir. Souvent. En tout cas, dans le milieu, tu es réputé pour tes idées, ta créativité, qui ont été mises à l'épreuve sur plusieurs continents. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir. De t'avoir invité. Maxime Guény, c'est toi qui animes aujourd'hui les Mandrakes d'Or sur C8 depuis 2 ans. Tu es journaliste et également chroniqueur chez Cyril Hanouna. Et dans ta bio Instagram, on peut lire Love Magic. C'est vrai, j'adore ça. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Donc un passionné de magie. Alors ma première question dans l'introduction, je dis que tout le monde veut être le meilleur magicien du monde. Je pense que c'est pas tout à fait vrai. Est-ce que tous les magiciens veulent devenir le meilleur du monde? Vous qui êtes magicien, est-ce que par exemple c'est votre objectif premier? Moi, je pense pas du tout. Je pense que le plus grand magicien du monde, ça n'existe pas en réalité. Dans l'art, il y a pas de chrono. Un sportif, il va arriver le premier. Après, ce qui compte, c'est d'avoir ses spectateurs, d'avoir un lien affectif avec les spectateurs et de faire des spectacles les plus beaux possibles. Mais bon, voilà, si on est considéré comme le plus grand magicien du monde, c'est plutôt sympa. Mais voilà, c'est tout. Après, il y a certains magiciens qui sont de véritables génies, mais dans leur spécialité, que ce soit en close-up, en magie de scène, en magie de salon également. Ils ont tellement accompli leur numéro avec passion, avec le sens du détail, qu'ils en sont en quelque sorte des références aujourd'hui. Il y a plein de noms, on va pouvoir en parler tout au long de cette émission. Effectivement, il y a des référents en fonction des thématiques abordées par la magie. D'accord. Donc il y aurait peut-être plusieurs sous-catégories. Il n'y a pas un magicien qui aujourd'hui cumule le savoir-faire de tout ce qu'est la magie et qui est bon en tout, évidemment. Ça va dépendre des personnalités, des spectacles. En tant que passionné de magie, il y a beaucoup de très bons magiciens. Mais s'il y a un génie en la matière, moi je peux vous le citer immédiatement, et je pense que beaucoup de personnes seront d'accord avec moi, c'est David Copperfield. David Copperfield. David Copperfield, pour moi, est le plus grand magicien du monde. Il a réussi non seulement à révolutionner cet art, à le dépoussiérer, et surtout, il raconte des histoires. Et je pense que ça, on l'a un petit peu oublié en magie. Souvent, on fait un tour ici et là. Mais là, il y a un début, un milieu, une fin, une dramaturgie, une montée en puissance. Et non seulement c'est un bon manipulateur, mais aussi un très bon créateur. On va revenir sur David Copperfield, je pense, qui est considéré comme le plus grand magicien du monde. Il reçoit le prix d'ailleurs dans les Mandrakes d'Or en fin d'année. Là, cette année. Comme le plus grand magicien de tous les temps, en fait. Super. Après, c'était marrant. Après, Robert Houdin, évidemment. Après dans Robert l'histoire. Houdin. Hein. Donc, mais les 2 grands noms de toute l'histoire de la magie aujourd'hui, ça reste Robert Houdin, Harry Houdini, on en parlera après, et David Copperfield. Et David Copperfield. Jean-Baptiste, qu'est-ce que t'en penses? Alors, est-ce que les magiciens ont pour idée de devenir les meilleurs du monde? Bon, peut-être certains, mais je reviens à ce que disait Gilles, comme quoi c'est dans les métiers artistiques. C'est pas, il y a pas un premier, un deuxième, un troisième. On peut pas la même chose dans la peinture, mais je reviens aussi sur ce que dit Maxime en parlant de David Copperfield.
Copperfield, qui pendant plusieurs années, en fait, fait ses spectacles, s'est fait connaître, et ça surtout c'est le plus important en fait, c'est aussi se faire parler de soi. Et on pourra aussi revenir sur Harry Houdini là-dessus, sur la manière dont il a révolutionné la manière de communiquer et de faire parler de lui. Je pense que c'est ça qui définit vraiment qu'est-ce qui fait un grand magicien. Je peux citer différents grands magiciens à mes yeux par rapport à l'exposition que j'ai eue. Parce que j'ai été chanceux en étant un magicien, en connaissant certains qui ne sont pas connus, qui ne sont pas sur les grosses scènes forcément, mais en connaissant leur travail, de savoir qu'ils étaient grands à leur manière. Mais je pense que ce qui reste vraiment dans l'inconscient collectif, c'est le fait de s'ouvrir au plus de monde possible et leur parler avec les moyens de communication du moment, quoi. Donc là, on revient à cette question qu'on a déjà évoquée dans Magicos, qui est les deux aspects de la magie. D'une part, les magiciens connus, et de l'autre côté, des magiciens qui sont parfois très techniques. Par exemple, on a d'un côté un David Copperfield qui a rempli, je crois, plus de salles que n'importe qui sur Terre. Et moi, j'ai envie de parler d'un magicien que j'adore, qui s'appelle Bebel, qui est un manipulateur de cartes, qui travaille dans la rue depuis plus de 30 ans, et qui est considéré aussi comme un des plus grands magiciens au monde. Moi, quand je suis allé à New York chez Tannen, donc Tannen, c'est une boutique mythique à New York, vous montez dans un building, et vous passez au fond d'un couloir, et là, vous ouvrez une porte, et vous rentrez dans une vieille boutique pleine de boisures avec un éléphant géant. Et donc, je suis allé discuter un peu magie avec les gens qui tenaient cette boutique, et il y a un magicien qui m'a tout de suite dit « Vous êtes français, vous connaissez Bebel ?» Je lui ai dit, bah oui, je l'ai déjà vu. Il me disait, c'est incroyable ce qu'il fait. Moi, je regarde ses vidéos sur Internet et j'adore Bebel. Et donc, il y a encore une fois en magie, d'une part, la notoriété, et de l'autre côté, une notoriété un peu plus intime. Est-ce que ça, c'est quelque chose, vous, qui vous parle aussi? Ou en tant qu'artiste, vous êtes peut-être plutôt tourné sur ceux qui sont en représentation? Non, je crois que moi, je connais vraiment bien depuis très longtemps les participants magiciens du monde entier. Et en fait, il y a des créateurs, des inventeurs, des interprètes. Il y a des styles très très différents. Et il y a des gens qui s'adressent au grand public et des gens qui s'adressent à des publics plus spécifiques qui sont les milieux magiques. Et les milieux magiques sont pas forcément représentatifs de ce que le grand public aime. Donc, mais les deux se complètent, sont complémentaires. C'est-à-dire que c'est intéressant d'avoir des gens qui inventent des trucs et d'autres qui les présentent au grand public. Donc, on peut pas les opposer, ils sont vraiment complémentaires. Mais il y a un certain nombre de gens qui sont connus dans le monde entier, mais que par des associations. D'accord. Et en fait, il y a quelques raisons. C'est parce qu'ils sont pas forcément dans le goût du jour sur l'expression artistique qu'ils utilisent par rapport au grand public. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Le plus grand magicien du monde, c'est Ça quelqu'un qui arrive à avoir tout ça. Le plus grand magicien du monde, c'est complexe parce que est-ce que être connu, est-ce que c'est un but? Bon, je crois qu'avec l'explosion des médias, le nombre de médias, etc., si quelqu'un a un talent incroyable et qu'il n'est pas connu du tout, il y a peut-être des raisons. Enfin, c'est mon sentiment. Mais maintenant, tous les talents sont respectables, évidemment. Pour ma part, un grand magicien, c'est celui qui a cette capacité à être un bon manipulateur, un bon conteur d'histoire, et je te rejoins également dans ton argumentation, c'est également celui qui sait se faire connaître. C'est celui qui a la capacité à faire monter sa notoriété, à fidéliser un public et à créer une communauté autour de lui. C'est se faire connaître, c'est aussi ça être meilleur magicien du monde, c'est-à-dire avoir une aura suffisamment forte, une identité remarquée pour qu'on puisse faire parler de vous. Alors Copperfield, on en a parlé tout à l'heure. Discutons un peu de Copperfield, parce que je pense que c'est un personnage que tout le monde connaît aujourd'hui, dans le monde magique comme dans le monde profane. Donc il se produit à Las Vegas dans un théâtre qui est à lui, dans lequel il peut faire des choses extraordinaires. Moi, je l'ai vu il y a quelques mois. Ouais. Au MGM, ouais, au David Copperfield Seattle, où il fait 500 représentations par an. C'est incroyable. Donc il faut imaginer Las Vegas comme une ville qui n'est pas vraiment une ville, c'est-à-dire que c'est un lieu de passage où je crois que 90% de la population est renouvelée toutes les 48 heures, quelque chose comme ça. Donc ça permet de faire des choses incroyables, comme de se produire 500 fois par an depuis plus de 15 ans, il me semble. Enfin, il bouge très peu de là-bas. Son spectacle est très étonnant. C'est un spectacle qui évolue aussi souvent. Il y a des numéros qui partent, des numéros qui reviennent. Enfin, et David Copperfield est un homme fascinant. Vous le connaissez peut-être, vous en avez... Faut quand même dire que David Copperfield est un grand passionné de cinéma. Déjà, il a l'Oscar, il a carrément l'Oscar chez lui de
de Casablanca. C'est quelqu'un qui comprend vraiment les codes, c'est quelqu'un qui sait un petit peu danser, qui sait chanter, ses parents étaient acteurs, donc c'est quelqu'un qui était quand même relativement proche de gens qui travaillaient dans le domaine du spectacle aux États-Unis, en sachant qu'aux États-Unis, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais au niveau du spectacle, ils ont compris les codes. Ouais. Et on peut le ressentir vraiment en sa magie, sa manière de se tenir debout. Moi, la première fois que j'ai vu David Copperfield, j'y suis allé un petit peu à reculons en me disant, j'espère que je vais pas être déçu, et je suis ressorti en me disant, je viens de voir, je ne plaisante même pas, j'avais limite les armes aux yeux, je viens de voir le plus grand magicien de notre génération. La manière de parler, communiquer dans des situations qui, même moi, en mettant à la place de la personne, en gérant des gens qui ne parlaient pas un mot d'anglais, en leur posant des questions, qu'elles répondre, je n'ai jamais eu ça de ma vie, quoi. Ça me faisait pas robot, c'était quelqu'un qui prenait vraiment en compte les différents codes, on va dire du cinéma et de la mise en scène. Son spectacle, c'est un hommage à la narration de Steven Spielberg. On reconnaît des codes de ces différents films. On reconnaît E.T., on reconnaît un côté Jurassic Park d'une certaine manière. On reconnaît Rencontre du troisième type. Mais non, Copperfield, on peut vraiment le ressentir dans sa manière de faire vivre la magie. Il faut dire aussi une chose. Donc, on parle de qu'est-ce qui définit un grand magicien. Le fait de se faire connaître et de communiquer. Copperfield a suivi, on va dire que dans la magie à la télévision, il y a eu 3 personnes en Amérique du Nord. Il y a eu Wilson, j'oublie son prénom. Son fils s'appelle Greg, mais c'est pas le Greg Wilson que beaucoup de magiciens connaissent. Wilson qui a vraiment débuté en fait. Je me demande si c'est pas David aussi, David Wilson. David Wilson, non. Oh là là, c'est un de trou de mémoire. On a eu le fils en tout cas au Mandrake. Mais justement, donc Wilson, ça devait être dans les années 40, 50, 60, même période que Blackstone, plus ou moins, quoi. Mais il a continué un petit peu plus longtemps. Après Doug Henning, canadien, qui lui a vraiment commencé à développer la magie à la télévision. Donc là, on parle de magiciens qui faisaient de la télévision. Au début de la télévision. Et qui faisaient des spectacles, hein, mais qui ont ouvert, en fait, les codes de ce qu'on voit à la télévision. Maintenant, pas maintenant, mais au moins à l'époque. Et après, Copperfield a pris la porte et rentré dedans, et lui, il a vraiment compris ce qui touchait. Si on regarde encore une fois, c'est la première émission de David Copperfield, il a... Les années 70. Il a 17 ans, il est présenté par Orson Welles. Pas n'importe qui, quand même, au niveau narration et tout ça. Donc, quelqu'un qui reconnaît déjà le talent de ce jeune homme à la première scène. C'est un beau moment de théâtre. On le voit en train de lire un livre, faire apparaître une souris, faire disparaître la femme qu'on croit comprendre être sa mère. Et là, on sait qu'on va partir dans un monde, mais complètement différent de ce qu'on voit d'habitude, quoi. Et sur un média qui est naissant, qui est la télévision. Ouais, non, il y a les réseaux sociaux, effectivement, donc il faut s'adapter. Mais... La légende dit Doug Henning a ouvert les portes de la télévision et Copperfield est entré. D'accord. Ça, donc, et ensuite, il a été popularisé notamment sur France 3 dans les années 90 avec des émissions présentées par Vincent Perrault de mémoire. Ah oui, sur la France. Enfin, il était connu, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire que ses tours étaient rachetés pour des émissions qui ont été diffusées en France. En fait, il a vendu ses shows un petit peu dans le monde entier. Et la France était un pays qui s'est pas emballé tout de suite sur David Copperfield. Donc, il est rentré. Certains pays ont été très réceptifs, comme l'Allemagne, mais en Angleterre, il a eu du mal. Enfin, donc en fait, il a développé tout d'un coup une stratégie mondiale. Et c'était pas gagné, même s'il était une énorme vedette aux États-Unis. Mais en tout cas, après, évidemment, tous les pays se sont rendus à l'évidence. C'était l'un des meilleurs magiciens du monde et ses shows étaient incroyables. On parlait de bons magiciens, mais aussi de bons communicants, parce qu'il a commencé à exploser à partir du moment où sa relation avec Claudia Schiffer a été officialisée. Là, la presse du monde entier s'en est fait l'écho. Et ça l'a fait exploser. Dans ce que vous le dites, hasard fait bien les choses, hein, quand même. Elle n'était pas connue aux États-Unis, lui, il n'était pas connu en Europe, mais comme par hasard, c'est formidable. Bien, non mais c'est intéressant parce qu'en vous écoutant, là on parle autant de communication que de magie. Non, j'étais un peu. Il a été bien et qu'il a su aussi se faire connaître. J'étais un peu sur le terrain au moment où il est arrivé en France, puisque j'étais sur France 3 avec Attention Magie, l'émission de magie française. Et effectivement, David Copperfield et Claudia Schiffer, effectivement, il y avait un accord de communication qui est connu maintenant par les professionnels, mais c'était remarquable. C'était un faux coup. La légende dit, enfin, je sais pas si je peux me permettre maintenant, la directrice des programmes de l'époque, y croyait en tout cas. Elle croyait que c'était un vrai couple, mais c'était un couple occasionnel, on va dire. Qui aurait dit non l'un à l'autre. Finalement, moi, de temps en temps, on me dit, tu vas être en couple avec Claudia Schiffer une semaine. Non, mais c'est pas le pire. Enfin, c'est quand même. Moi, on m'avait raconté rien à voir avec la magie, mais que Claudia Schiffer, en fait, était sortie avec l'anglais qui avait produit le film Snatch de Guy Ritchie, quoi, et la manière qu'il avait eu, en fait, pour
avoir un premier rendez-vous et continuer à l'avoir, il lui a offert un lapin. Donc je pense qu'elle aime quand même les magiciens dans le fond. Il y a un lapin. Cette anecdote à tiroir. Non, ce que je peux dire maintenant, parce qu'il y a prescription, c'est que lorsqu'on lui a remis un mandrake d'or, la première année, c'était en 2000, en octobre 2000, et donc j'ai été le voir, et il présentait dans un autre pays européen sa conquête du pays, qui était évidemment le plus grand mannequin du pays. Donc il a fait la même opération avec Claudia Schiffer que dans d'autres pays. D'accord. Donc pour sa promotion personnelle et ses spectacles. Donc voilà, ça c'était je l'ai constaté, je l'ai vu, donc c'était quand même très habile. Dans chaque pays, tu sors avec le plus grand mannequin de chaque pays et tu fais de la magie. Ah, j'ai fait ça, mais bon, ça dure pas longtemps. Voilà. Ces magiciens, c'est séducteur. Mais c'est très bien, enfin je veux dire, c'est un jeu, et après tout, on alimente Donc les en médias. fait, on a un artiste complet qui est Oui. chanteur, danseur, magicien, Un chanteur, un il immense sait communicant, chanter. enfin en tout cas qui a Non, cette capacité, et un immense communicant qui a su partout sur Terre faire parler de lui comme il le désirait. Il faut même se dire que les gens parlent de lui sans avoir vu aucun de ses numéros. C'est ça aussi, il faut se dire. Comme des gens vont parler de Harry Houdini, mais tout ce qu'ils avaient vu, même à l'époque, on lisait dans les journaux, ils l'avaient vu dans la rue en train de s'accrocher à un lampadaire. David Copperfield, on a vu quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui connaissent son nom, mais qui n'ont Oui, jamais vu mais faire le un vol. exercice. Si vous posez Mais c'est la important question quand même, ça à vos existe. amis autour de vous, lorsque vous dites David Copperfield, vous leur demandez oui, ok, mais qu'est-ce qu'il fait comme tour? Et ils vont vous ressortir à 90%. Il a fait disparaître la Statue de la Liberté, il vole dans les airs. Voilà, absolument. Et ça, il a fait Absolument. léviter une Absolument. locomotive. Par contre, Charles C'est ce qui Dickens, ressort. voilà. Non, il a personne n'y fait pense. disparaître. Disparaître, absolument. Enfin, t'as raison, léviter et disparaître. C'est le disparaître. système À Ashra. partir du moment où ça lévite, ça peut disparaître. Tu vois, tu te dis bon, tant qu'à faire. Non, mais par contre, je veux ajouter un truc. C'est vrai qu'il chantait. En fait, c'est un artiste. C'était intéressant ça parce que ça existe dans pas mal de pays du monde. Triple Il y a threat. des artistes qui rêvent d'être chanteurs, dont David Copperfield, et qui basculent dans un autre art. Et il y a des magiciens allemands aussi qui rêvaient d'être chanteurs et qui sont devenus magiciens, etc. Donc c'est assez rigolo. Donc il y a beaucoup d'artistes qui font autre chose finalement que. Et qui en que- souffrent que- toute leur vie. Je sais pas s'il Pas en forcément. souffre, mais en Moi, tout j'en cas. connais, j'ai un ami qui est comme ça. Bon, enfin bref. Mais, Peut-être que ça influence sa carrière parce que finalement il rêve d'une starification de chanteur et il l'a obtenu. Mais je pense que quelqu'un qui est talentueux dans les domaines artistiques, en général, s'intéresse pas uniquement à une forme d'expression Ouais, artistique. oui, Il s'intéresse à plein de absolument. choses. Après, Absolument. il finira en faire son métier Absolument. en gardant les passions. C'est un peu un chef d'orchestre. D'ailleurs, l'importance de la musique est capitale dans ces différents spectacles et numéros. Il fonctionne, il construit ça comme un film, comme des séquences à part entière. Et d'ailleurs, il disait récemment dans une interview qu'il lisait également tous les bouquins sur Quentin Tarantino et comment il sélectionnait les musiques pour faire monter en pression l'émotion à travers son numéro. Je trouve D'accord. ça assez fort. Donc je pense que si jamais vous passez à Vegas, le show de David Copperfield, c'est indispensable d'aller le voir. C'est un très beau numéro. C'est un très beau vraiment, film. c'est un film de cinéma sur scène. Ouais. Il y en a 3 à voir à Las Vegas. Bon, il y a évidemment David Copperfield, Penn and Teller, Penn and Teller. à qui on a remis l'année dernière aussi un mandrake Ils sont d'or. géniaux. Hein. Mais il faut avoir un très bon anglais si vous voulez comprendre Ouais. ce qu'ils disent. Parce Quand que j'irai pas. Parce que ils un des deux- intellectualisent un des deux beaucoup la dit. magie. Donc Penn and Teller, c'est un duo de magiciens qui se sont fait connaître dans le monde entier ces dernières années avec une émission qui s'appelle Fool Us, qui a pour principe de faire venir les plus grands magiciens du monde devant eux, en tout cas des magiciens célèbres, qui doivent leur présenter un tour signature. Et les Et Penn and surprendre, ouais. Teller, comment ? Et les surprendre. Et les surtout. surprendre, Ouais. voilà. Penn and Teller doivent, à la fin, comprendre comment le tour fonctionne, et s'ils ne comprennent pas, alors ils ont été foulés et le magicien a un trophée. Et il y a un truc rigolo, c'est qu'à la fin du tour, Penn and Teller parle avec le magicien, mais en même temps, ils ne débinent pas le tour. C'est-à-dire qu'ils vont pas expliquer aux spectateurs comment ça marche. Mais avec quelques mots-clés, ils vont lui dire, alors, si on allait déjeuner tous les deux ensemble, out of lunch, ou des choses comme ça, il va placer quelques petits mots qui vont faire comprendre à un magicien qu'on parle d'un système, qu'on parle d'une manière de faire, et l'autre, en général, leur dit, ok, c'est bon, vous avez trouvé, n'en dites pas plus, merci. Et c'est très amusant à regarder, autant pour les profanes, du coup, que pour les magiciens. Penn and Teller, ils sont très drôles, et l'un des deux ne parle pas. Dans le personnage, il est muet. C'est Teller? C'est Le Teller. petit, voilà. C'est Teller. Ouais, c'est Donc le Penn and petit. Teller Fool Us à regarder sur Netflix. Et la aussi, raison c'est- pour laquelle il ne c'est parle super. pas, c'est quand il était plus jeune et sur scène, il se rendait compte que pour les hecklers, donc les gens qui dérangent sur scène, comme ça arrive très souvent en Amérique du Nord, les gens se dérangent pas pour hurler et pour vous dire quand un truc leur plaît pas. En général, c'est les gens qui ont beaucoup bu. Il s'est rendu compte que rien dire, en fait, ça marchait beaucoup mieux que d'essayer de répondre. Et en fait, D'accord. c'est comme ça qu'il a continué À être muet. Ouais. Et pour ceux Le qui ont troisième. pour ceux qui ont Netflix, Full Us est disponible en partie sur la plateforme de vidéo à la demande. Et le troisième, Chris Angel, Chris Angel. avec son côté très rock, qui d'ailleurs son dernier spectacle dans lequel il lévite, fait beaucoup parler. Et puis il est très actif sur les réseaux sociaux, et notamment sur Il s'appelle Instagram. Mind Freak.
et qui est impressionnant. Au Luxor. Et au Luxor, et alors il se dit qu'aujourd'hui, c'est un peu le rival de David Copperfield à Vegas. Il y a des guéguerres de savoir qui a eu le plus gros chèque. Moi, Ouais. je suis allé voir les 2 spectacles avec 3 profanes. Moi, j'ai préféré Copperfield, mais alors totalement. Et eux, ils ont préféré Chris Angel. Qu'est-ce qui faisait la différence alors? Eh ben alors Chris Angel, c'est vraiment ça. Alors ça ne s'arrête pas. Déjà, le spectacle ne s'arrête pas. Il y a des écrans partout. Il y a du feu. C'est incroyable. Il disparaît, il réapparaît. Il est dans une camisole de force en haut du public. Il repart en moto. Il arrive avec une personne qui a pas de buste qui marche sur lui. Enfin, c'est une espèce d'enchaînement de tableaux incroyables. C'est complètement psychédélique. C'est très gothique. Moi, mes amis sont gothiques. Hein, voilà. On a tous Ouais, une voilà, petite ça expo. explique parce que en Ça fait, quand explique aussi. on dit qu'on préfère un tel ou un tel, moi j'ai une anecdote, c'est que on fête nos 30 ans des Mandrakes d'Or. J'ai reçu, je sais pas, à peu près 200 magiciens parmi les plus grands du monde. Et parenthèse, une façon de bien comprendre ce qu'est un artiste qui fait partie des meilleurs du monde, c'est que si on faisait une bande des 200 magiciens les uns derrière les autres, on n'a aucun artiste qui ressemble à aucun autre. Donc, ce qui différencie évidemment le tour de magie, le magicien qui fait des tours, et l'artiste qui ressemble à aucun autre parce qu'il est lui-même et il a trouvé son originalité. Et donc, ce qui est intéressant, c'est sur les sorties de salles de Mandrake d'Or, et on entend dire, j'ai préféré lui, j'ai préféré lui, j'ai préféré lui, et en fait, c'est jamais le même. C'est comme la musique. Hein. Voilà. Ouais. D'accord. C'est pour ça que c'est intéressant de dire les plus grands magiciens du monde. Bon, c'est qui ça dépend de qui on est, ça dépend de son âge, son sexe, sa condition sociale, etc., Sensibilité, etc. bien Donc sûr. voilà. C'est qui votre Beatles préféré? Voilà. C'est un peu ça, ouais. Exact. En tout cas, dans l'imaginaire collectif, la guerre de magiciens, c'est un sujet qui est très apprécié. Il y a eu Non, des non, non, films non, non, dessus. non, non, je peux pas laisser dans l'univers collectif des milieux magiques, pas des milieux du grand public. Non, le grand public aime bien cette idée Oh, qu'il y a non. une guerre de magiciens, une guerre de tours. Oh non, je crois pas. Je crois pas que le grand public. Peut-être les hardcore fans qui Ouais. cherchent à trouver un truc comme on peut trouver la même chose dans des... Ou ceux qui ont trop regardé Harry Potter. Hein. Ceux qui ont regardé, ceux qui ont regardé le film de Nolan, Le Prestige. Le Prestige, Ouais, qui peut-être. est extraordinaire Mais, sur oui, ce bien thème-là. En évidemment, fait, oui. je veux dire, c'est un peu comme dans la musique, quand on est adolescent et on aime un groupe plus qu'un autre et on entend parler d'un ragot comme quoi ils se font la guéguerre. C'est les gens, c'est eux qui font de bruit, comme on peut parler de Dave Vernon et de Edward Marlowe, qui sont des magiciens qui avaient pignon sur rue en fait pour comment définir Alors, ces Dave gens. Vernon, c'est un magicien manipulateur principalement, Oui, Canadien. oui, oui. Mais en fait, extrêmement respecté dans le On milieu. l'appelle le professeur, je Le crois. non professeur, Ouais. voilà, il est très respecté par les cartomanes, c'est une légende un petit peu dans le milieu. Il a jamais été très connu du grand public, je crois. Non, jamais. Non, Oui, jamais. jamais. hein. Edward Marlowe, pareil, principalement Mais un oui, cartoman, mais en fait, tout Bushman, il y a plein de magiciens très célèbres dans les milieux magiques qui n'ont jamais été connus par le grand public. Alors que Dave Mais qu'on Vernon, a amené. dans le milieu magique, c'est considéré comme un Ah oui, monstre bien sacré. évidemment, oui. Mais donc je parle de ça, pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette histoire de guéguerre entre Edward Marlowe et Dave Vernon, qui a jamais été réelle, mais c'est les élèves ou ceux qui se considéraient comme élèves, qui étaient proches de chacun, un des magiciens, parce que c'était pas la même région géographique aux États-Unis, qui eux justement allaient à comparer, à dire que lui est meilleur que lui. C'est un petit peu ça. C'est aussi quand vous rencontrez, vous êtes magicien, vous faites un tour à quelqu'un, quand les gens, s'ils ont apprécié ce que vous avez fait, ils ont envie de raconter à tout le monde qu'ils ont rencontré le plus grand magicien du monde, parce que l'expérience devient la leur. Ouais. Et donc il y a ça aussi qui revient. Et si vous pouvez avoir des gens qui s'embêtent, discuter que tel artiste est meilleur que l'autre parce que ils ont un parti pris, ils sont plus sensibles au travail d'un et que l'autre. Et je pense que c'est plutôt ça en fait qui crée ce qu'on peut appeler une sorte de guéguerre. Mais je pense qu'entre les artistes, il n'y a pas vraiment de... Est-ce qu'il y a un chanteur plus grand qu'un autre? Ah, c'est une vraie question. C'est Hein une vraie question. Non, mais parce que j'ai En tout cas, entendu c'est que dire... les fans s'affrontent un peu. Mais au niveau des chanteurs, Non, mais je c'est parce suppose que qu'il c'est y a parce qu'on parlait du milieu qui disait que lui était excellent, etc. Et finalement, il n'est pas connu. Mais on va dire aussi que dans la chanson, il y a des gens qui ont des très grandes voix, qui sont pas du tout populaires, et puis c'est pas péjoratif du tout, et puis des Bruel qui sont très populaires et très connus et très aimés. Donc c'est pas le même métier en fait. Il y a des gens qui font de la technique et des gens qui font du contact. Moi, j'avais une réaction et une image très naïve du monde des magiciens. Et depuis que je m'y intéresse de plus en plus, que je rencontre des magiciens, que je déjeune avec eux, je me rends compte qu'il y a quand même
beaucoup de concurrence entre illusionnistes. C'est-à-dire que en face à face, ils font un grand sourire en disant on est tous potes, mais derrière, je vous assure, je ressens une sorte d'animosité entre il a pris cet effet, il m'a piqué cette mise en scène. Au moins, on m'a même raconté qu'un magicien avait foutu un coup de poing à un autre magicien parce que lui avait piqué l'idée d'un tour. Moi, je sais qui c'est. Moi aussi. Mais ça, c'est vrai. Donc il y a quand même un peu de... Oui, non, mais comme dans toutes les professions, je pense, comme les chanteurs également, peut-être. Il y a des chansons qui ressemblent à d'autres, mais voilà. Est-ce que si je donne des exemples, moi, parce que j'ai pas peur de citer, je les aime tous d'ailleurs. Éric Antoine. Non, mais dans la magie humoristique, Éric Antoine est devenu une grosse vedette. Ça n'empêche que ça laisse de la place à un Vincent C pour faire un autre style de magie humoristique et il y a de la place pour tout le monde en fait. Vincent C qui est un magicien québécois. Ouais. Très sympa, qui fait de la magie très trash. Il y a du sang, il y a du sperme, voilà, c'est Vincent C. Tu pousses un peu peut-être. Non ah non, j'ai vu les deux. Sortez couvert si vous allez voir un spectacle de Vincent C, c'est très important. Il est borderline, mais et c'est comme une rue avec des bars. Plus il y a de bars, plus les gens vont dans la rue voir les différents bars qu'il y a. S'il y en a qu'un seul, on va s'imaginer la magie c'est ça. Alors que si on voit différentes personnalités, différents styles, on se rend compte que c'est plus ouvert. Si vous écoutez que de la musique folklorique auvergnate toute votre vie, en pensant que c'est le seul type de musique pour après s'ouvrir à autre chose. Après, forcément, on s'intéresserait davantage à la musique, quoi. Mais je pense que c'est le fait d'ouvrir, en fait, les yeux sur les différents styles. Moi, j'ai raconté une anecdote. Je vais en profiter parce que j'y ai là. Quand j'étais petit, le plus grand magicien du monde apparaissait tous les mois dans un magazine qui s'appelait Fripounet. C'est un magazine, c'est un magazine pour les enfants de 5 à 7 ans. Exact. Pour qu'ils apprennent à lire. Et moi, je ne savais même pas encore lire, mais ma mère lisait pour moi. Et il y avait Gilles Arthur dedans. On le voyait en petite chemise à jabot avec des images de Ken dansante, un petit peu tout ça, et il y avait un petit tour qui était dedans. C'est marrant que tu dises ça, parce que c'était une autre époque, et j'ai eu une chance incroyable, c'est qu'on était 2-3 magiciens seulement à être connus. Et alors que maintenant, il y en a une centaine, 200, etc. Donc c'est vraiment une autre époque. Donc on était vite starifiés, entre guillemets. On était des petites vedettes assez facilement, mais on était 3. Ouais. Majax, Garcimore, moi, et puis il y avait peut-être un autre, mais pas plus. Mais depuis, il y a une avalanche de magie, une explosion de la magie, et c'est tant mieux, parce que je dis ça vraiment, parce que maintenant ma carrière est derrière moi. Mais je disais finalement, le fait de pas avoir de concurrence, c'est redoutable, parce que ça nous fait pas évoluer. Alors que donc moi j'étais tranquille, quoi que je faisais le moindre tour de carte, tout le monde était debout, donc ça allait très bien, mais ça m'a pas aidé en fait. Et ça n'empêche que vous avez quand même dépassé les tours de cartes, vous avez proposé en France j'ai créé des choses très fortes à une époque où on n'avait pas vu ça, peut-être avec du Copperfield. Mais... Non, ouais, en fait, je voyais ce qui se passait dans le monde, et puis en France, on était encore à la magie pour enfants, donc j'ai eu envie, moi, de faire, j'ai inventé le terme méga illusion, en fait, j'ai eu envie de faire un électrochoc sur la magie, en fait, parce que les médias ne parlaient pas du tout de magie dans les années. Donc les méga illusions, c'était quoi? Les méga illusions, c'était des trucs disproportionnés, énormes, comme Copperfield avait fait disparaître la statue de la Liberté, Princesse Shenko au Japon avait fait un numéro d'évasion avec une maison qui explosait, et donc moi j'ai décidé un jour de faire léviter l'hôtel de ville de Gagny où est né le festival des Mandraques d'Or. C'est-à-dire que les gens sont venus devant l'hôtel de ville et l'ont vu se soulever du sol et redescendre comme une partenaire. Et c'était le terme donc était exploité, méga illusion. On comprend pourquoi, parce que c'était absolument énorme. Donc méga illusion, c'est un terme qui fait référence à un type de magie qui sont les grandes illusions, qui sont les illusions sur scène. Non, les très grandes illusions. Les grandes illusions, c'est les femmes coupées, les lévitations. Les méga illusions, c'est des monuments, des trucs. Oui, voilà, c'est ce que je veux dire. C'est un terme qui est dérivé de grande illusion. C'est une grande illusion, encore plus qu'une grande illusion. Juste, j'explique les termes pour les auditeurs de Magicos qui n'ont pas le jargon technique. Absolument. Et pour eux, c'est la magie, quoi. Mais l'électrochoc a eu lieu parce qu'à l'époque, tout d'un coup, les médias se sont intéressés à ça. Ils se sont dit, mais d'ailleurs, au début, on me croyait pas quand je disais, je vais faire léviter un hôtel de ville. On me disait, oui, c'est ça, Napoléon, rappelez-moi. Et puis on l'a fait, ça a été diffusé, et après tout d'un coup... Napoléon a appelé. Oui. Et là, ça fait 20 ans que l'hôtel de ville est toujours à 10 cm du sol, les gens tombent souvent. Il y a des fuites, des fois, là, c'est un problème pour le devis. Là, la vidéo est encore sur Internet. Ce qui est intéressant pour s'appuyer sur ça, les méga-illusions, en fait, c'est qu'il y a des périodes. En fait, c'est les années 2000, les années fin de 90, où il y avait une surenchère du gros. Et après, il y a eu une surenchère de la théâtralisation des numéros. Puis après, il y a eu le mentalisme. Puis après, il y a eu la magie. Enfin, il y a toujours des époques et des mouvements de magie totalement différents, et c'est ce qui fait que ça reste toujours innovant et à la mode. Mais alors comment ça se passe quand tu vas dire, moi je vais faire léviter l'hôtel de ville,
Comment personne vous croit. c'est la télé qui est-ce qu'il y a une production derrière? Est-ce que non, moi, comment ça se passe? Non, moi Vous à l'époque vous étiez populaire et connu, Fort Boyard, vous aviez une moi, je sais milieu. pas parce que je suis peut-être marginal. Alors, je sais pas comment sont les autres, mais je cours pas après la médiatisation, mais peut-être parce qu'elle était là quand j'étais jeune. Mais non, moi, je suis poussé par l'envie de faire des choses. Et après, je me dis si les choses sont bien, les médias s'y intéresseront. Voilà. Donc là, vous avez trouvé un moyen de faire léviter l'hôtel de ville. J'ai trouvé un moyen, j'ai inventé un système. C'est quand même pas un tour classique, c'est quand même un an de travail pour imaginer, inventer. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a les inventeurs, les créateurs, les interprètes. Là, en l'occurrence, moi, j'ai contribué comme l'évasion avec le numéro où un train est censé me rouler dessus, etc. C'est des créations de tours de magie. Il y a des gens qui sont passionnés par ça, des gens qui sont passionnés par l'écriture de spectacles. On met notre talent au service de la magie, mais d'une manière très très large. Ouais. Et quand on invente des tours, on est fier de ça, on est content. Enfin, je veux dire, ce qui est étonnant, c'est que ces tours, tu les as révélés dans un livre que les magiciens peuvent acheter en boutique. C'est ça qui est étonnant. Oui, parce qu'à l'époque, alors les magiciens, on parlait des guéguerres. Moi, j'ai subi une guéguerre qui était à sens unique puisqu'on était très peu. Donc tous les magiciens étaient contre les 2-3 qui étaient médiatiques. Et les gens pensaient que je faisais des trucages vidéo. Et Georges Proust, qui est un magicien célèbre en France pour tenir le musée de la magie Georges Proust à Paris, l'Académie de magie, qui est un beau musée. Hein, oui, c'est un musée magnifique. Rue Saint-Paul, qui est aussi éditeur de livres de magie. Oui, c'est lui qui avait publié d'ailleurs les 30 ans des Mandrakes d'or. Donc je profite pour le saluer. Et à l'époque, il m'avait dit, en sortant d'Attention Magie, il me disait, Gilles, explique tes trucs. Je le dis, c'est sa phrase. Il m'a dit, parce que si tu meurs, personne ne saura que tu avais des vrais trucs. Donc en fait, je les ai mis dans un bouquin comme ça, mais c'est des bouquins privés pour tous les magiciens de la planète. Voilà, c'est pas des bouquins grand public. Mais je reviens encore, parce qu'on parlait de la méga illusion, mais ça revient à faire des stunts pour amasser un maximum de personnes, et justement que les gens en parlent. C'est déjà avoir l'attente de ce qui va se passer, quelque chose de plus grand que la vie, qui va se passer dehors, faire disparaître ta statue de liberté, ou faire voler un hôtel de ville, ou différents autres effets, quoi. Par contre, Princesse Tenko, j'étais pas au courant de la maison qui explosait. Si, c'est un numéro d'évasion, c'est incroyable. Je vais chercher. J'ai envie de voir aussi, ça a l'air. J'adore. C'était aussi Derek Del Gaudio, lui, qui avait fait sauter les œuvres d'art. Il avait fait sauter les œuvres d'art, et en fait, elles avaient toutes échappé et apparu à différents endroits. Ça, je l'ai pas vu, on m'en a parlé, mais pareil. C'est des tours incroyables qu'on se raconte, en fait. C'était une surenchère, c'était vraiment une surenchère du gros à une époque pour attirer les médias. Après, les médias étaient avec nous et on a évolué avec les médias. Et c'est vrai que ça s'est arrêté. On n'a plus aujourd'hui. La surenchère du gros, une fois qu'on a fait disparaître la Tour Eiffel et la Statue de la Liberté, à part aller sur la Lune, on n'avait plus de gros moyens. Copperfield, c'était un de ses problèmes après avoir fait ça. C'était dire, et après, je fais quoi? Absolument. Il a déclaré récemment que la magie de Grande Illusion avec les boîtes, c'est terminé. C'est-à-dire qu'on est dans une magie de la réalité en quelque sorte. Je vais vous révéler un truc, un scoop. C'est que donc moi j'avais fait une surenchère jusqu'à la lévitation d'un hôtel de ville et la disparition de la Tour Eiffel. Et après j'étais à la ramasse et mes réflexions. Alors je l'ai pas fait, donc maintenant il y a prescription, je peux le dire. Mais vous savez, je partais sur une réflexion de kidnapper le président de la République et que personne ne sache où il est pendant une période donnée. Vous imaginez le niveau où on devait mettre la barre pour faire une surenchère du gros. Donc après on est parti dans d'autres directions. C'est aussi la raison pour laquelle on voit moins David Copperfield à la télévision ou dans les médias, parce qu'il a tout fait. Il a tout fait. Donc comment faire pour encore impressionner le public à l'heure où tout est accessible sur Internet? Et c'est pour ça qu'on voit toujours le président de la République, parce qu'on l'a pas kidnappé. Ah mais ça c'est drôle. C'est-à-dire que tout à l'heure vous nous disiez que finalement la surenchère on l'avait pas tant vécu que ça. Et en fait finalement quand on en parle, on se rend compte que oui il y a eu un moment où vous vous êtes retrouvés en face d'une question. Quelle est la prochaine chose que je vais faire quand on a fait disparaître la Tour Eiffel? J'ai eu le même problème avec la télé. C'est-à-dire que j'ai fait, il y a aucune prétention. J'assure que je sauve pas de vie, etc. Mais j'ai fait une émission des Mandrakes en 2000 sur TF1 avec le plus gros budget et qui a fait la plus grosse audience d'Europe. 7,5 millions de téléspectateurs. Mais vous savez quoi? Après, j'étais perdu parce que l'émission que j'avais rêvé de faire, je l'avais faite. Et du coup, pendant un an, je flottais, je savais plus très bien que faire après. En tout cas, aujourd'hui, Gilles, vous faites de la transmission, c'est-à-dire que vous mettez en valeur d'autres artistes. Et pour quelqu'un qui a une carrière, c'est un bonheur, logique. Oui. C'est une suite logique et un bonheur. Et c'est super. Et vous travaillez aussi un petit peu sur le côté droit
dans les tours de magie. Donc ça, Ouais. c'est pas le thème de l'émission, mais Ouais. c'est quand même intéressant. Vous travaillez, vous avez été celui qui avait permis de déposer des tours à la SACEM. Ouais, de faire ce absolument. genre de Dans les choses, années ça. de 90, sur la SACEM ne reconnaissait pas les tours de magie, et donc je me suis battu grâce à l'émission Attention Magie de France 3 pour que les tours puissent être déposés. Et je disais justement, j'avais dans les premières émissions d'Attention Magie des gens de très grande réputation comme Gaëtan Bloom, qui est un Français leader, pas connu du grand public, mais connu dans le monde entier, donc qui lui déposait son texte comme un tour de magie et qui touchait des droits. Et puis à côté de ça, j'avais une américaine qui faisait un numéro musical qui s'endormait sur un ballet qui s'appelle Tina Lennert, et elle touchait pas de droits. Et je trouvais ça tout à fait anormal. Et du coup, je me suis bougé pour que les tours soient reconnus en tant que tours et pas en tant que sketch. Super. Donc voilà, c'était la suite aussi de votre pierre à l'édifice magique. La guerre des magiciens aujourd'hui, elle se livre aussi sur Instagram. Je sais pas si vous suivez un petit peu le monde magique Instagram, qui a même une conséquence sur les effets qui arrivent maintenant, qui sont des effets Instagrammables. Ouais. C'est-à-dire donc Instagram, Une l'application de réseaux sociaux qui permet de faire des vidéos très rapides, D'une minute ou de mettre en avant du contenu. 15 secondes. Il y a aujourd'hui des stars magiciennes d'Instagram. Alors, il y a la magie sur Instagram, c'est toujours pareil. C'est un magicien qui fait des tours à des jolies filles, si possible en maillot de bain. Donc, sur les festivals, ça marche très bien. Est-ce que le futur plus grand magicien du monde, c'est un Instagrammeur? Non, c'est une non, mode, parce que c'est pas une mode. monétisé. donc. C'est une mode. C'est une mode. C'est un moyen de communication comme un autre, c'est un média. Voilà. Instagram, comme Facebook, comme la télévision, comme les journaux. Encore une fois, on va parler du meilleur spectacle. Quel est le meilleur spectacle que vous pouvez voir de toute votre vie? C'est le spectacle que vous n'avez jamais vu, parce que les gens vous le racontent et Voilà. ça semble absolument extraordinaire. Pareil, Harry Houdini, tout le monde se ruait dans la rue pour aller voir c'est qui ce gars dont j'entends parler sans arrêt dans les journaux. Il n'y avait pas de télévision à l'époque, on pouvait pas voir son spectacle en vidéo, on pouvait pas savoir, on en parlait. Et on a vu ça. De manière très sérieuse, les magiciens de l'époque d'Harry Houdini le considéraient pas comme le plus grand magicien de leur temps. Mais par contre, ils admettaient que c'était celui qui avait le mieux communiqué. On parlait que de lui. Il avait compris ça. Il avait compris justement le côté de communiquer. Comme après, on va parler de l'hôtel de ville qui a monté, la statue de Liberté qui a disparu. Et maintenant, quand j'écoute l'histoire de Gilles qui raconte qu'il était déprimé à chaque fois après avoir passé une nouvelle étape, écoutez, pour ceux qui écoutent, n'accomplissez pas vos rêves. Surtout Non, pas déprimé, Non, pas déprimé. Jamais. Perdu. Perdu. Mais Pas c'est déprimé. bien qu'il y ait de la diversité, de la créativité Ouais. sur Instagram. D'ailleurs, les meilleurs magiciens d'Instagram ne sont pas forcément ceux qui cartonnent sur scène. C'est deux métiers très différents. C'est comme les youtubeurs. On dira pas qui. Il y a des très bons youtubeurs, mais une fois qu'on les met sur un plateau de télévision ou sur scène, Tout à fait. ça donne rien. Mais vous savez rien à du quoi on tout. reconnaît un magicien quand même? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui paraissent pauvres. magiciens. Non, mais Non. c'est quelqu'un qui fait un tour. Quelqu'un qui fait un tour. On prend quelqu'un dans la rue, on lui apprend un tour, il fait un tour, il est magicien. Ça veut rien dire. On juge quand même de la qualité du magicien sur quelqu'un qui est capable de faire un spectacle de magie, de tenir un public pendant 1h30. C'est pas juste parce qu'il y a des fois des comparaisons avec des gens qui font du musical, un numéro de cirque de 10 minutes. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont magiciens. Ils apparaissent aux yeux du grand public comme magiciens parce qu'ils peuvent faire des tours, mais ils feront pas carrière de magiciens. S'ils développent pas un esprit artistique pour monter des vrais spectacles, c'est ce qu'on disait. Il faut aller voir des spectacles et être en admiration et se dire waouh, j'ai vu quelque chose de fort. C'est pas juste voir un tour. Et pas Donc, le plus grand s'intéresser magicien uniquement à du la magie. monde, c'est un Absolument. artiste complet. Un artiste Absolument. complet et qui parvient également à se commercialiser et à perdurer. Gilles ne le dira pas, mais c'est le plus grand vendeur de boîtes de magie en France. Oui, mais moi je suis un touche-à-tout dans la magie, c'est-à-dire que j'aime la magie et j'aime les artistes magiciens. Donc et puis j'ai la chance de pas être obligé de courir après la notoriété, etc. Puisqu'elle est venue à 17-18 ans. Donc comme je disais, c'était une chance. Donc j'ai profité de ça. Donc on touche à tout dans la magie, mais on est artiste avant tout. Enfin, si on est artiste, on peut développer son talent dans un tour de magie, dans un spectacle, dans une chorégraphie, dans un film, dans des effets spéciaux. J'ai travaillé sur le Soldat Rose, Goldman, etc., où on montait des effets de magie. Et donc, on est multicarte, en fait, si on est vraiment magicien. S'intéresser aux émotions que le public peut avoir. oui, Fort absolument. manière. L'émotion est prioritaire. C'est la bien sûr. première chose. Et c'est pour ça C'est ce que qui la ressort meilleure de notre histoire, discussion. la meilleure histoire gagne. C'est pour ça que Copperfield passe par là. Bon, après, différents L'histoire, publics, ouais. hein, Ouais, comme ouais. disait.
Les amis de Guillaume ont préféré Chris Angels parce qu'ils sont gothiques, Oui, mais oui, bon, bien d'autres sûr, personnes bien qui sûr. sont peut-être plus sensibles à regarder des films différemment. On peut voir un... Puis c'est des gens d'une pauvreté intellectuelle évidente. Hein. Ils m'écoutent, hein, je le sais. Eh ben, c'est donc, comme ça. Pour ceux qui, je leur pour les passe une copains de petite Guillaume qui dédicace, l'écoutent. Voilà, à Florent, Ludovic et Lou. Vous parliez d'émotion. Et si vous regardez, je l'espère, la prochaine édition des Mandrakes d'Or sur C8 qui sera diffusée en fin d'année 2019, normalement pendant les fêtes, et on a un artiste extraordinaire qu'on appelle The On n'a pas Inventor, ouais, Comment qui s'appelle The Inventor, Kevin James, qui est l'un des plus grands créateurs de à la fois d'effets de créateur magie, oui. et interprète, Bien sûr. et il nous a réinterprété sa rose volante qu'il a d'ailleurs vendue à Copperfield. ouais. Et croyez-moi, lorsque vous assistez à plusieurs représentations de ce numéro, vous avez limite la larme à l'œil. Tellement Ouais. c'est beau, tellement c'est fort. Je peux en pas émotion. m'empêcher là, mais du coup, de dire une chose parce que je le pense vraiment. C'est probablement un programme de télévision unique au monde avec autant de grandes stars réunies dans le même programme. Donc ça, je n'ai pas d'exemple. Pourtant, je regarde tout ce qui se passe dans le monde. On a donc Kevin James, Copperfield, Topaz qui est allemand, Eric Slogan qui est italien, Doki Moon, coréen. Doki Moon, le plus grand manipulateur de tous les temps, Yoo Jin qui est coréen, etc. Et jamais autant de stars mondiales de la magie n'ont été regroupées. Mais aucun ne ressemble à aucun. Et donc, en fait, ils se produisent tous lors d'une soirée Un grand et show, et à la fin, il y a un vote. Non. du public, Alors, les mandrakes, c'est spécifique. Peut-être que tu pourras en parler, Maxime. C'est ça, en gros, les Mandrakes, c'est la plus haute distinction du monde de la magie, de la prestidigitation, remis par l'Académie française des illusionnistes. Ouais. Voilà, donc. Alors c'est une structure, je connais bien puisque je la dirige. C'est une structure qui a des antennes dans le monde entier et où en fait on essaye de tenir à jour une liste des 40 plus grands magiciens du monde. D'accord. Donc évidemment il y a David Copperfield et si on peut pas avoir, si on a déjà eu le numéro 1 ou le numéro 3, ben on tape dans le numéro 5, 6, 7 et on compose un programme le plus éclectique possible pour faire un show remarquable et qui a une saveur particulière par la diversité. La reconnaissance est finalement un prétexte pour Oui, proposer quelque chose c'est-à-dire de que c'est unique formidable. au monde. Ce n'est pas une compétition, c'est un hommage aux artistes. C'est-à-dire que, et j'étais à contre-courant dans les années 90, je sais que France 3 voulait me pousser à ça, la compétition à tout prix, parce que la télé pousse dans des directions que je ne juge pas. Mais moi, je me suis toujours opposé à ce qu'on ait une compétition sur des arts. D'ailleurs, les plus grands magiciens du monde entier viennent au Mandrakes d'Or parce que je ne les mets pas en compétition, mais qu'on leur rend un hommage. Super. Du coup, le programme est tellement fort cette année que je rame à nouveau en me disant comment faire l'année d'après. Mais je suis pas en dépression, hein, je suis pas en On dépression. va appeler un consultant alors. Ouais, bon, j'avais choisi le mauvais mot. Jean-Baptiste pourra vous aider peut-être à trouver des idées. J'aimerais bien savoir, vous deux, là, c'est qui vos trois magiciens préférés, vos plus grands magiciens au moins? Alors Maxime, il a répondu. Moi j'ai répondu. Tu- Pour que les- Donc, Un, tu un. vas répondre. Non, il en a dit 3. Il y en a dit trois, déjà. Tu vas répondre à sa Oh, place, la du mémoire. coup, Oh là Jean-Baptiste, là. qui était pas du tout attentif. Non, j'aurais voulu savoir, parce que pour que les gens puissent être engagés à aller sur Internet, chercher sans Gilles Arthur, Ouais, non, mais ça dépend si on parle des magiciens contemporains aujourd'hui ou dans l'histoire. Moi, Gauchman, Doug Henning, Copperfield, des gens comme ça, mais je suis fan aujourd'hui de Vincent C, par exemple. Des Je gens trouve qu'on peut sa aller magie. voir. Bah, Vincent C. Vincent Allez C. voir Vincent C, il correspond à une magie actuelle à 100% et avec des vrais effets de magie. Parce que voilà, dans l'humour, des fois, on a des effets de magie basiques, et lui, il travaille vraiment l'effet magique. Donc Vincent C, je crois qu'il n'est pas à Paris en ce moment, mais il reviendra en tout cas. Oui, il est régulièrement en France, il est adoré par la France, et j'attends son spectacle parisien avec impatience. Donc Vincent C, on y sera pour son retour. Copperfield encore une fois, Il peut-être. faut aller le voir à Las Vegas, ou il nous fait un tour dans le programme des Mandrakes d'Or justement, voilà. Mais de toute façon, dès qu'il prend un tour, c'est intéressant parce qu'il prend un tour. Il nous a donné un tour assez classique en fait, qui est un carton volant, enfin pour ceux à qui ça parle. Et en fait, il pousse la perfection tellement que ça en devient incroyable, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le talent de Copperfield. On l'a un peu évoqué, c'est que il prend un tour basique, mais évidemment il met une histoire autour, évidemment il met une émotion incroyable autour, évidemment il met des musiques absolument géniales autour, mais en plus, même sur l'effet magique, il pousse l'effet au maximum. Et il a un sens du détail incroyable pour ceux qui iront le voir. Il a des assistants placés dans la salle qui sont là pour balancer les applaudissements, pour entretenir le rythme, la cadence. Il y a même des assistants qui se lèvent c'est un secret, pour c'est un créer secret qu'il la faut pas standing révéler, ça. ovation. Oui, On va C'est un couper les secret micros que maintenant, Tout le là, monde attends, balance sur attends. Copperfield. Alors que moi, je trouve ça plutôt emmerdant de devoir mettre des gens qui applaudissent, mais bon. Non. En fait, c'est Maxime, pas il trouve ça génial. Non, mais C'est le sens du détail, c'est fou. Il y a la dame qui se lève pour provoquer la standing, ouais. Non, mais tout le Mais des monde. fois, il l'a tout seul, il en a pas Mais besoin. parfois, Il en a pas besoin. moi, je me suis levé à certains moments de Copperfield d'émotion. Jean-Baptiste, tes magiciens préférés? Ah si,
si, pardon, je voudrais dire un truc qui est très important. C'est parce que Allez-y. je m'en suis rendu compte avec les années, c'est que les artistes magiciens, d'abord, la France est le pays de la magie. Faut pas oublier de le dire. Robert Houdin, le plus grand. Harry Houdini, qui s'est appelé Houdini en hommage à Robert Houdin, donc et pas le contraire. Hein, donc c'est vraiment le repère. C'est le magicien français Robert Houdin qui est né à Blois, d'où la maison de la magie à Blois. Donc la magie est vraiment française. Elle est très créative en France. Et surtout, je me suis rendu compte avec les années, c'est que c'est un art populaire. Christian Fechner le disait. Christian Fechner qui était ami avec David producteur de Copperfield, cinéma et producteur amateur de de magie, voilà. de magie et qui a gagné aussi la FISM en 80. Oui, il a gagné un tour. Il a gagné dans une catégorie absolument en inventant une grande illusion. La FISM, c'est un... Fédération internationale de société magique. C'est des réunions d'associations magiques du monde entier qui se réunissent. C'est quelque chose de magicien. Voilà, international. Absolument. C'est le top d'être... Et donc Christian Fechner prétendait que la magie s'adressait au public le plus large possible. C'est-à-dire c'est vraiment de 7 à 77 ans, mais véritablement plus que le cinéma. C'est un peu provocateur ce que je vais dire, mais c'est vraiment l'art qui s'adresse au plus grand nombre possible. Et la chose que j'ai remarqué, c'est que c'est l'art qui a des artistes uniques au monde, qui sont capables, et j'en ai vu, hein, de lever n'importe quelle salle dans le monde en moins de 10 minutes, de mettre une salle debout, puisque vous parliez de Standing Ovation. Eh ben, j'ai vu des artistes magiciens en moins de 10 minutes mettre toutes les salles du monde debout. Eh ben, franchement, allez découvrir ces artistes magiciens, ça vaut la peine. Donc JB, tes magiciens préférés? Allez, comme ça, il y en a plusieurs dans la tête, mais... Ton préféré, si tu veux. Allez, Tommy Wonder, Cardini, Monsieur Pitchford, quand même, un des plus grands numéros de scène de manipulation avec mise en scène et qu'on peut voir où? Il est mort. D'accord, merci Jean-Baptiste. Dans l'histoire. Alors, on peut le voir sur YouTube et j'explique une anecdote sur cette histoire, c'est que Cardini était quand même un des plus grands performeurs de cabaret de son époque. Il était anglais ou écossais. Et en fait, il a voyagé dans le monde, il a peaufiné son numéro, un numéro de manipulation de cartes et de cigarettes. Aussi, pour anecdote, et c'est aussi pour ça qu'il est connu, il portait un haut de forme et un monocle, il faisait ses manipulations avec des gants, parce qu'il s'entraînait à faire des manipulations dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, tellement il faisait froid. Et en fait, c'était le numéro le plus copié au monde. Et il y a une seule vidéo de lui, et on peut la trouver sur Internet. Vous tapez Cardini, C-A-R-D-I-N-I. Je l'ai bien appelé, j'ai pas fait très bien. je me suis entraîné. Et on peut voir ce numéro, c'est le seul enregistrement, et il avait peur de se faire enregistrer ce numéro, de passer justement en vidéo, parce que le vidéo est en noir et blanc, il avait peur que les gens n'aient plus envie d'aller le voir, quoi. Et en fait, et aussi, pour l'anecdote, vous pouvez le voir, il est même pas à 100% de ses capacités, car il s'est brûlé la main 20 minutes avant. Et il avait une cloque gigantesque sur la main. Et en fait, même la seule vidéo qu'on a de lui, une des seules vidéos, enfin, la seule vidéo du spectacle, parce qu'il y a d'autres vidéos en 8 mm, on peut le voir faire un petit peu de magie. La seule vidéo qu'on a de lui, il est même pas à 100%, et ce numéro est absolument incroyable. Et pour moi, il n'a encore jamais été égalé au niveau de le mélange de manipulation, et je dis bien manipulation, mais avec tout est élégant. C'est même pas l'élégance, c'est le personnage et on a envie de voir la suite à chaque fois. Conseil de connaisseur, donc Cardini, l'unique vidéo. Et le vôtre, alors, votre magicien préféré? Oui. Moi, mon magicien préféré, c'est Darren Brown. Voilà, que j'ai vu en Angleterre et qui maintenant joue à Broadway, qui fait également des expériences sociales dont je suis moins fan sur Netflix, ces histoires où il pousse des gens à tuer d'autres gens. Bon, ça, je trouve que on pourrait peut-être s'en passer, mais non, en termes de mise en scène, d'histoire, et Darren Brown qui fait aussi qui est principalement connu pour le mentalisme, mais qui fait dans son spectacle aussi des tours de magie, qui sont des tours de magie parfois assez connus. Il fait apparaître un médaillon dans une pelote de laine qui est dans une boîte, mais il a réussi à y mettre quelque chose de très intime, de très beau. C'est mon magicien préféré. Très bien, je m'en vais. Alors, du coup. C'est pas nous, alors voilà. Bon, on va s'en rappeler. Voilà. Voilà, désolé. En tout cas, c'était très intéressant de discuter avec vous de toute cette histoire et puis de la suite. Alors, je note quand même que vous êtes tous assez réfractaires à Instagram, ce qui fait de vous, je pense, tous des vieux cons. Mais c'est comme ça. Bon. C'est le milieu de la magie est aussi un milieu un peu conservateur. Donc on verra. Moi, je suis persuadé que ces nouveaux médias, YouTube, Instagram, auront leur place dans la création. C'est un média comme un autre. Il y en aura des prochains dans le futur. Et il y a aussi d'ailleurs de la magie sur Instagram qui est basée sur des effets vidéo. Oui, tout à fait. Pour le coup, où ils font utiliser une orange et puis ils vont faire sortir des Smarties avec à chaque fois un montage. C'est d'ailleurs un autre débat. Et c'est intéressant. Parce que c'est intéressant de savoir, est-ce qu'on a le droit de faire des trucages vidéo? Moi, nous, on se posait la question dans les années 90-2000. Ouais. Mais donc, on s'interdisait de faire des trucages vidéo. Mais depuis, on a oublié ça. Hein. Maintenant, tout le monde utilise des trucages vidéo. Et la plupart des gens que j'ai croisés dans le métier se disaient, après tout,
Ce qui compte, c'est le rêve. Donc, si le trucage vidéo est invisible, bon, voilà. Donc ça, c'est une vraie question déontologique. On n'a plus trop le temps d'en débattre, mais peut-être une autre fois. En tout cas, merci Mais je à peux tous vous les donner trois. 3 autres sujets, si vous voulez. Bah, Voilà, mais pour les prochains, hein. non, c'est toujours de très bonnes questions. En tout cas, pour cette fois, je pense qu'on a fait le tour. Donc, le meilleur magicien du monde, a priori, c'est David Copperfield. Mais il y en a quelques autres, et puis c'est aussi. Attention, il y a un train derrière toi qui est en train d'arriver. J'ai plus peur des trains grâce à vous, Gilles Arthur. Merci. Voilà, vous venez d'écouter Magicos, un podcast produit par Slate.fr. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous lâcher de très grosses étoiles sur iTunes et toutes les autres plateformes. Et surtout, parlez-en autour de vous, sur vos réseaux sociaux, parce que c'est comme ça que le podcast vit. Si cet épisode vous a déplu, allez mettre un commentaire négatif sur la page Facebook de la Halle aux chaussures de Parly 2. J'irai tous les lire. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Magico sur Slate.fr et sur vos plateformes de podcast préférées. Donc merci à mes invités. Merci à Benjamin à la réalisation. Toujours là, avec ses conseils et sa gentillesse, son accueil chez Slate.fr. C'est un plaisir de travailler avec lui et avec tous les autres. Retrouvez tous les épisodes de Magicos sur Slate.fr et sur vos plateformes de podcast préférées. Je vous remercie, à bientôt.